Alors, je vais vous dire pourquoi je voudrais qu'on commence à se parler ce soir, parce que c'est une rencontre très particulière. Pour moi, ça me fait très très plaisir et je suis bien entendu très émue. Je vais vous raconter une histoire, parce que je vous dis toujours que tout ce que nous faisons ici, la première mission de ce lieu d'études et d'excellence, c'est bien entendu pour vous, les étudiants, les jeunes de ma salle, les autres, licence, master. C'est pour vous aider à fabriquer un avenir meilleur. Et tous les gens qui sont là ce soir sont tous, d'une manière ou d'une autre, associés à ce que nous faisons depuis pratiquement 15 ans. Seulement voilà, ça ne s'est pas fait tout seul. Et la véritable histoire, elle commence il y a à peu près 15 ans, à Paris, lorsque je suis arrivée et que j'ai dit, voilà, moi j'ai un rêve. Je discutais avec ma meilleure amie, je racontais un peu mon histoire. Ça avait l'air complètement rocambolesque et un peu surréaliste. Et elle m'a dit, écoute, je crois que c'est une idée merveilleuse, mais bon, c'est très difficile. Mais tu sais, si tu veux, ce soir, j'ai quelques amis qui dînent chez moi. Tu devrais essayer de venir. Et puis tu verras bien. Alors, je suis arrivée à ce dîner. Il y avait quelques amis. Et puis on a commencé à bavarder de ce rêve de coopération entre la France et Israël, avec des outils universitaires, académiques, universels, qui pourraient parler pratiquement à tout le monde et nous donner l'occasion d'exprimer le narratif israélien, le vivre ensemble israélien un peu différemment. Et là, il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce qu'il y avait un jeune diplomate, déjà avec beaucoup d'expérience, qui était à ce dîner et qui m'a dit tout simplement, écoute, c'est oui, je pense que c'est une très bonne idée et si tu veux, moi je veux bien faire quelque chose avec vous. Seulement voilà, lui il était à la tête d'un institut déjà très prestigieux au Parlement européen, l'Institut Medbridge, et je me disais mais c'est pas possible, j'étais en train de me pincer en me disant mais pourquoi moi, pourquoi nous, etc. Et puis au fil des semaines où on a essayé de développer ensemble un concept et une idée pour voir comment on pouvait se rencontrer pour la première fois en 2004 à l'Assemblée nationale sur un colloque qui s'appelait « Les misconceptions et les malentendus entre l'Europe et le Moyen-Orient ». Alors il a fait venir des gens extraordinaires comme Anna Palacio, comme Mario Suarez, qui était dans son board à l'époque, dans son directoire, des femmes formidables comme Véronique Chembla. On a eu la chance et le bonheur aussi de pouvoir avoir un certain nombre d'invités de notre région, des Palestiniens, des Jordaniens avec qui nous travaillions tout au long de l'année. On avait Simone Veil qui avait accepté bien sûr d'être la présidente de notre association et qui était là avec nous ce soir-là, qui ajoutait un prestige extraordinaire. Et puis aussi Ehud Barak qui avait accepté de parler à ce colloque. Et ce colloque a été une magnifique réussite au point que les pompiers de l'Assemblée nationale ont retenu une dizaine de personnes très importantes, ceux qui avaient sponsorisé cette rencontre. Et ils ne leur ont pas permis de descendre parce qu'il y avait trop. Il y avait 500 personnes et qu'en France, on ne discute pas avec les quotas des pompiers à l'Assemblée nationale. Donc on les a laissés dehors. Et ça nous a permis d'avoir 500 personnes à l'Assemblée nationale pour écouter ce colloque. Et tout ça, je le dois à Françoise Imray, qui est là ce soir et qui est notre invité. Et tout au long des années, cet homme qui est un diplomate hors norme, qui a été nommé par Kouchner comme ambassadeur des droits de l'homme et aussi pour la mémoire de l'Holocauste, s'est battu sur tous les fronts, du Darfour à d'autres lieux du monde où il en reste beaucoup, où il y a des conflits, où les droits de l'homme sont bafoués. Il a toujours été là, fort et déterminé. Et pas seulement, il a aussi véritablement défendu d'arrache-pied au prix quelquefois de son image de diplomate français, l'État d'Israël, dans ce qu'il croyait être son bon droit, avec toutes les réserves qui s'imposent d'un homme honnête qui pense peut-être autrement un certain nombre de sujets qui sont les nôtres en Israël, mais toujours avec énormément de générosité, beaucoup de cœur, beaucoup d'engagement, beaucoup de responsabilité, et c'est très rare. Donc il nous tenait à cœur ce soir de lui dire merci d'une certaine manière. Alors, pour lui dire merci, lui qui, à chaque fois qu'on avait quelque chose depuis ses 15 ans en Israël, m'a toujours dit, écoute, quand tu as besoin de moi, je suis là. Alors ce soir,
C'est pas par besoin, c'est par amour qu'on t'accueille. Et on voulait te dire merci et te remettre un prix au nom de l'université, qui est le prix des droits de l'homme de René Cassin. C'est un petit peu faire boucler le cercle, puisqu'il a été non seulement le père de la Déclaration des droits de l'homme, mais aussi celui qui a été complètement impliqué dans la fondation de l'Alliance israélite universelle, qui est notre partenaire, et avec Marc Eisenberg, avec le professeur Gérard Rabinovitch de Lévinas. Et pour ce faire, je voulais avoir à mes côtés quelqu'un qui a lui aussi fait un parcours exceptionnel. Il a été notre ambassadeur en France, il a été notre ambassadeur aux Nations Unies, et son talent et sa personnalité ont magnifiquement contribué à l'image d'Israël, en donnant véritablement ce mélange des deux cultures, d'Occident et d'Orient, avec infiniment de chaleur, de générosité, d'attention, qui ont véritablement donné une autre image d'Israël. Et c'est notre ami, son Excellence l'ambassadeur Yehuda Lankri. Je voudrais l'avoir à mes côtés, s'il te plaît. Je t'invite sur la scène et je demande à François de nous rejoindre. Voilà. C'est compliqué. Ben oui, c'est une surprise. Alors, Yehuda, avec ta permission, je vais d'abord lire le commentaire. C'est un hommage à son Excellence l'ambassadeur François Imray, à la mémoire de René Cassin. Le campus francophone du Collège académique de Natania accompagne les jeunes émigrants francophones pendant leurs études et les aide à s'intégrer dans la société israélienne tout en préservant l'essentiel de l'héritage et de la philosophie politique de la France, la défense des droits de l'homme. Le campus francophone du Collège académique de Natania a décidé d'attribuer une distinction honorifique à la mémoire de René Cassin, homme politique et juriste juif français, résistant de la première heure, professeur de droit, prix Nobel de la paix, qui a contribué à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies et qui a présidé la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. René Cassin présida également l'Alliance israélite universelle de 1943 à 1976. Aujourd'hui, nous accordons cette distinction honorifique à la mémoire de René Cassin, à son Excellence l'ambassadeur François Imray, ambassadeur de France au Danemark, avocat, ancien maire et député, diplomate, qui a servi comme ambassadeur de France pour les droits de l'homme et également comme ambassadeur chargé de la dimension internationale de la Shoah et de la mémoire de l'Holocauste. François Imray est actuellement l'ambassadeur français au Royaume du Danemark, où il apporte, comme dans toutes les fonctions qu'il occupe, ses convictions et sa très grande expérience, œuvrant pour que toutes les ambassades de France deviennent des maisons des droits de l'homme. François Imray a rempli de nombreuses missions pour défendre les droits de l'homme dans les zones de conflit, de violence et de souffrance, en représentant la force de l'esprit et l'engagement de la France à maintenir les valeurs de ses droits dans toutes les régions du monde. Il est certainement l'un des meilleurs ambassadeurs de France, de ceux qui portent au plus haut les principes et les valeurs de la République française. Son courage, sa détermination et sa compétence font de l'ambassadeur François Imray l'un des plus grands défenseurs de ces valeurs face aux incessantes violations des droits fondamentaux dans le monde, qui pose la question la plus grave et la plus inquiétante du XXIe siècle. Peut-on encore croire à l'université des droits de l'homme? François Imray a représenté la France au Parlement européen et dans le monde, et il est aussi un grand ami de l'État d'Israël. Il initia, quand il présidait le Medbridge Strategy Center, un partenariat avec le Centre de dialogue stratégique du Collège académique de Natania, et contribua personnellement, par son intelligence, son savoir et son expérience, à la réussite exceptionnelle de nos rencontres internationales tenues à Paris, pour sa contribution importante à un monde meilleur, plus juste et équitable. Le président du Collège académique de Natania, le professeur Yaakov Hart, son gouverneur, le professeur Tzvi Arad, et la présidente du campus francophone, Claude Grundmann-Breitmann, ont décidé de décerner à l'ambassadeur François Imray une distinction à la mémoire de René Cassin le jour de sa conférence dans le cadre du campus francophone du Collège académique de Natania. Alors, il ne faut pas que tu oublies. Voilà. C'est écrit, c'est signé.
La deuxième chose qu'on va te remettre, puisque c'est le symbole de notre... Tiens, ça c'est toi qui vas le remettre. La deuxième chose qu'on va te remettre, c'est le symbole de notre université. Vous savez que dans la rotonde par laquelle vous passez tous les jours, étudiants et autres, vous avez la Déclaration des droits de l'homme en 8 langues dans un vitrage d'une 50aine de mètres carrés, dont nous avons fait une reproduction en argent et qui t'est dédiée, mon cher François, et qui va être remise par Yehuda Lancry. Puis-je faire l'éloge de l'ambassadeur? Absolument. Madame la Présidente, chers amis, je souhaiterais en premier lieu remercier Claude du grand honneur qu'elle me fait en m'accordant le privilège de remettre à son Excellence l'ambassadeur Zimré ce prix qui sacre sa qualité d'ambassadeur, qui fait un travail de diplomate dans la distinction et dans l'honneur non seulement de la France, mais je pense de la diplomatie internationale aussi. François, on s'est vu de temps en temps, mais pour mieux te connaître, mieux t'évoquer ce soir, j'ai fait ce que tout le monde fait depuis quelques années. Je suis allé dans l'océan Google en petite croisière préliminaire afin de recueillir dans le sel marin, cette métaphore marine que je me permets, pour dire les cristaux scintillants de ta réputation d'ambassadeur, d'homme politique aussi, bref, d'homme d'État. Vous avez émergé à la diplomatie après des acquis politiques d'élu local, maire du petit Quevilly, puis ensuite député européen, et vint la nomination de Nicolas Sarkozy, qui vous l'accorde tout en étant un homme de gauche, un socialiste, dans l'esprit d'ouverture qui prévalait à l'époque, avec Bernard Kouchner comme ministre des Affaires étrangères. Et pendant ces 5 années de sacerdoce ambassadorial dans les droits humains, les droits de l'homme, vous allez faire 120 missions, pas moins que 120 missions, dans des régions conflictuelles, de tensions et de violence, dans ce que vous appelez vous-même la topographie du malheur. Et dans ce malheur, puisque vous allez poser la question tout à l'heure et essayer d'y répondre, peut-on encore croire à l'universel? Vous avez cru à l'universel. C'est du moins mon présupposé. Vous le dites, l'universalité de l'aspiration à la dignité humaine n'est pas un concept abstrait. Vous avez, dans votre livre, dit que vous avez retrouvé et vu le même visage partout. Là où vous avez rencontré des mères souffrantes, elles avaient les mêmes modes d'expression, les mêmes mots, elles véhiculaient les mêmes sentiments. Donc, pour vous, l'universalité prend forme et n'est plus un concept. Je tiens à rappeler tout ceci parce que, en essayant de vous évoquer dans la justesse et la rigueur du propos, je me souviens de ce qu'a dit de vous l'ancien Premier ministre et certainement votre ami, Bernard Cazeneuve. Il vous décrit comme étant un esprit rigoureux et sincère, totalement indépendant, qui ne s'engage pas à demi-teinte. Quand un homme comme Cazeneuve le dit, cela rappelle aussi votre attachement à l'État d'Israël, ce que vient d'évoquer la présidente Claude Breitman. Il y a, de façon sous-jacente, dans ce constat de Bernard Cazeneuve, que j'avais eu le plaisir de rencontrer pour la première fois en tant que
ministre délégué aux affaires européennes au Conseil de l'Europe à Strasbourg. C'était le premier forum mondial de la démocratie. J'y suis arrivé un peu comme ça parce que l'ambassade d'Israël souhaitait avoir quelqu'un et m'a rappelé au service diplomatique. Et pendant l'une des marges de cette conférence, on a échangé un petit brin de discussion avec Bernard Cazeneuve qui me disait « Je suis très attaché au peuple juif et à Israël, au point que mes amis et mes proches me surnomment le rabbin. » Alors peut-être avez-vous surnommé aussi le rabbin. Cela veut dire que par-delà votre travail au niveau des droits de l'homme, et vous avez cet illustre devancier qui aujourd'hui est nommé pour votre distinction, c'est le président René Cassin, rédacteur principal de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Chouraki dira il la voulait universelle et non point internationale, parce qu'elle touche d'abord à la personne humaine avant de toucher à l'État. Donc, dans les pas de cet illustre devancier, vous avez fait une mission remarquable pendant 5 ans qui vous sacre comme l'un des grands représentants de la diplomatie française, de la France et de ses valeurs. Je voudrais dire à la présidente Claude Breitman toute ma considération pour ce choix tout à fait pertinent de l'ambassadeur Zimré, dont le nom a une racine hébraïque bien évidente. Zemer, vous serez donc d'après ce pluriel de Zemer, Zimré, ce qui veut dire que vous consommez l'art de la cantillation du chant. Soyez donc le bienvenu et je suis persuadé que ce soir, nous allons être à l'écoute d'un enseignement fondamental dans le domaine des droits de l'homme parce que nous avons avec nous l'un des porte-paroles les plus éminents dans ce domaine. Je vous souhaite évidemment une excellente continuation au Danemark, non seulement dans l'épanouissement diplomatique, mais dans la sécurité aussi, car on sait tu évites les attaques terroristes. Qu'il y a eu une attaque contre vous. Et dans ce pays où l'on connaît ces situations, on vous dira tout simplement en hébreu « Baruch Hamatzil », que celui qui vous a sauvé soit béni. Là, tu vas me mettre en photo là-bas avec Yehuda. Voilà. Du bon côté, mais l'ambassadeur du bon côté pour qu'on puisse le voir. Voilà. Formidable. Alors voilà, maintenant c'est ton tour. Je vais garder tout ça à côté de moi pour pas que tu sois obligé de... Tu as de l'eau là-bas et tu... Voilà, c'est à ton tour. Monsieur le Président, cher Claude, Monsieur l'ambassadeur, cher Yehuda, quelle surprise! C'était vraiment une surprise. Je précise pour nos amis que je remercie vraiment d'être venus ce dimanche soir. Ici, je suis très touché de votre participation, mesdames et messieurs. Évidemment, infiniment touché de ce prix que vous m'avez remis, auquel je ne m'attendais pas, des mots que vous avez prononcés et du nom qu'il porte, le nom de René Cassin, qui est un nom qui m'oblige et qui oblige. Je voudrais aussi vous remercier de m'avoir donné l'occasion de revenir ici. J'adore le Danemark,
Non, il n'y a aucune ironie. Mais il commence à y faire froid et surtout sombre. Et on trouve ici une lumière qui tout de suite vous touche très profondément. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Il y a une époque où, quand j'étais parlementaire européen, je venais souvent en Israël et dans la région. J'y venais souvent, mais à vrai dire, je voudrais ici confesser une vérité et un souvenir. Quand je suis rentré au Parlement européen, pour moi, Israël n'était pas vraiment dans mon radar. Ce n'était pas un sujet de préoccupation. Pourquoi? Parce que je n'avais pas eu l'occasion d'y nouer des attaches personnelles, comme je pense la plupart d'entre vous, oui, puisque vous êtes là, mais aussi parce que, m'intéressant à la politique internationale, c'était la fin du cycle Oslo, et pour quelqu'un qui regarde les choses d'un peu loin, qui était mon cas, on ne peut pas s'intéresser à tout de très près, eh bien, on gravissait, on allait gravir petit à petit, et tant bien que mal, des escaliers qui devaient conduire à la paix. J'étais optimiste, certains diraient j'étais naïf, je n'étais pas le seul. J'y croyais, et je pense que l'époque y croyait beaucoup. Et puis, il y a eu un premier sujet qui m'a relié au monde juif, bien que ce n'était pas mon souhait ni ma vocation ou ma spécialité. Dans les mois qui ont suivi mon élection au Parlement européen, certains d'entre vous se souviennent, 10 juifs en Iran étaient menacés de pendaison, ont été condamnés à mort pour soi-disant trahison de l'Iran et intelligence avec Israël. Les juifs parmi lesquels je me souviens très bien, non, ce n'étaient pas des ingénieurs informaticiens ou nucléaires, il y avait dedans un savetier, un cordonnier, bon, bref, de Shiraz, des marchands, des joailliers, des gens qui ont peut-être eu le malheur d'échanger avec leur famille. C'était trop et ils encouraient la mort. Et donc, je me suis mobilisé et le Parlement, je dois dire, s'est ensuite mobilisé pour obtenir qu'il ne soit pas condamné à mort. Et puis, ça a été le lancement de la seconde intifada. Là où on croyait justement qu'à Camp David, les derniers détails d'un accord négocié seraient signés, c'est la table qui a été renversée. Les prisons dans lesquelles des terroristes avaient été enfermés, y compris par l'autorité palestinienne, ont été ouvertes, et le déchaînement d'une violence considérable qui a fait plus de peut-être 400 ou 500 morts dans des attentats en Israël dans les années qui ont suivi, et 10 fois plus de victimes blessées à vie. Et ce que je voyais à ce moment-là au Parlement européen, c'est que les bombes explosaient ici, dans ce pays, mais que la compassion allait ailleurs. Et qu'avec
l'argent du contribuable européen, une éducation à la haine était dispensée par des livres scolaires que nous financions et qui incitaient au martyre et à la haine. Et l'individu que j'étais à ce moment-là, pas spécialement voué à s'impliquer sur ce type de sujet, a considéré de son devoir de demander une commission d'enquête sur l'usage des fonds européens à l'époque d'Arafat. Mais aujourd'hui, beaucoup de temps a passé. Quand on parle de corruption dans l'autorité palestinienne à l'époque, tout le monde vous dit c'est une évidence. Oui, c'est une évidence aujourd'hui. Enfin, d'en parler aujourd'hui, je parle de cette époque surtout, que j'ai connue. Mais à l'époque, le dénoncer, c'était blasphémer. Et moi, j'avais blasphémé. Et je sais le prix payé quand on blasphème. C'est celui de l'exclusion. Et j'ai pu mesurer, dès cette époque-là, en venant souvent, une chose qui m'a beaucoup frappé. C'est que c'est d'abord l'incompréhension des réalités du terrain par ceux qui en parlent, l'appropriation d'un conflit par des tiers qui lui sont étrangers et qui choisissent leur camp, ce qui n'aide pas à sa résolution, et un phénomène tout à fait singulier que je crois n'avoir vu qu'ici, et pourtant vous l'avez rappelé, cher monsieur l'ambassadeur, des zones de conflit depuis, j'en ai vu beaucoup. Mais quelque chose de tout à fait particulier, c'est que ce conflit, plus on s'éloigne de son épicentre, c'est-à-dire de la région, où nous sommes ce soir, plus il est passionnel. Et on entendait à Paris, à Londres et au Parlement européen des outrances que je crois que vous n'avez jamais entendues ici de certains Palestiniens. Parce qu'il y a une appropriation et une amplification par les tiers et qui n'a pas aidé à sa résolution. Aujourd'hui, donc, je reprends le fil de mon propos, essentiellement improvisé, je vous préviens. Je reviens, et je reviens très modestement parce que, riche d'autres expériences, mais avec le sentiment d'avoir beaucoup moins de clés de compréhension de l'état de la société israélienne que j'en avais lorsque je venais très régulièrement, il y a une dizaine d'années. Je venais souvent, vous me voyez souvent ici, dans le coin. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'attends beaucoup de vous, de vos questions, de vos remarques pour mieux saisir la situation et quels sont les espoirs. Espoir, pourquoi? Pas par naïveté, mais par devoir. Parce que si on n'a pas d'espoir, autant plier bagage. Et comme on ne va pas plier bagage, il faut espérer, même si on n'a pas envie d'espérer, on n'a pas le choix. Parce que sans espoir, il n'y a pas de chemin qu'on dessine. Et je vois ici des générations mélangées, ce qui me fait très plaisir. Et je pense que le devoir des plus anciens, c'est certainement pas de céder au désespoir, mais de tracer une ligne pour les plus jeunes. Donc, je n'aurai pas la prétention de vous délivrer mon analyse de la situation ici, et ce d'autant que la voix de la France ici, aujourd'hui, et ce n'est pas moi, et ni aujourd'hui ni demain, je vous rassure, ce n'est pas moi, il y a une ambassadrice de France qui fait très bien
cette mission, et dont c'est la mission, et qui est une diplomate très, très expérimentée. Non, je suis venu vous parler de ce que j'ai vécu et de ce que cela m'a inspiré depuis qu'on ne s'est pas vu, en fait. C'est-à-dire ces années à parcourir le monde, dans des endroits que je vous recommanderais pas forcément pour les vacances, pour la plupart. Et puis, bien sûr, ce que m'a inspiré cet événement que j'évoquerai rapidement, parce que ici, le terrorisme, il n'y a pas un Israélien qui ne sait pas ce que c'est. Et donc, c'est avec beaucoup de pudeur que, je veux dire, nous parlons le même langage. L'ironie de la vie fait que, dans le paisible Danemark, je pensais non pas tourner le dos, mais poser mon sac après des années sur des terrains difficiles, à voir des choses qui ne sont pas forcément agréables à voir. Et le plus difficile n'est pas de les voir, c'est surtout l'impuissance ou le sentiment de ne pas pouvoir pousser un cri comme le ferait le reporter de guerre, le journaliste, ou de ne pas pouvoir aider, soigner comme le ferait l'urgentiste, parce que le pompier, l'urgentiste, le reporter de guerre voient aussi des choses tristes et dures, et même plus encore que moi, mais peuvent tous se dire, nous, on fait quelque chose, on agit sur le réel, ça ne marche pas toujours, mais là, le diplomate est astreint à un certain silence, à une grande discrétion. Il partage ses notes avec sa hiérarchie, qui en tient compte ou pas. On ne sait pas toujours quel effet cela peut produire. Et on ne change pas le cap d'une diplomatie d'un pays vieux de plus de 1000 ans, comme ça, sur une note d'un ambassadeur. Donc, on se sent très impuissant parfois. Mais vous évoquez René Cassin. Je crois profondément au symbole. Et pour moi, une date et un nom qui sont des symboles très forts. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Si René Cassin était à la fois le promoteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'il appelait une vigoureuse protestation de tous les peuples, le président de la Cour européenne des droits de l'homme, comme vous l'avez rappelé, monsieur l'ambassadeur, et également un grand juif, un grand sioniste, le président de l'Alliance israélite universelle. Ce n'est pas un hasard, et encore moins une coïncidence. Cette coïncidence n'est pas un hasard. Cette coïncidence, elle est liée au fait que ce sont les mêmes valeurs qui ont conduit René Cassin à s'exprimer sur divers registres et dans différents univers pour les mêmes valeurs, parce qu'il est de ceux qui pensent que l'universalisme et la promotion du droit sont au cœur du message juif. Le rôle du juif parmi les nations, d'Israël parmi les nations, ça veut dire quelque chose pour René Cassin. Donc un nom qui est le symbole de la rencontre de ces deux thèmes, l'amour d'Israël et les droits de l'homme. Et puis une date qui, là encore, est pour moi un symbole et pas une coïncidence. 1948. 1948, création de l'État d'Israël, adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quelle année? Les deux à la fois. Déclaration universelle des droits de l'homme. Qui aurait pu penser que près de 70 ans après, puisque l'an prochain,
nous fêterons les 70 ans de la déclaration adoptée le 11 décembre 1948 à Paris. Qui aurait pu penser que cette déclaration universelle, dont vous avez dit, cher Claude, qu'elle figure au fronton sur les murs de cet magnifique établissement, magnifique université, serait aujourd'hui contestée et menacée à raison même de ce beau mot d'universalité qu'elle revendique jusque dans son titre. Car aujourd'hui, l'universalité des droits fondamentaux est contestée, elle est menacée. Elle est contestée sur un champ de bataille qui s'appelle Genève, qui s'appelle New York, qui s'appelle, dans notre jargon, le monde multilatéral, notamment. Mais qu'est-ce que voulait dire René Cassin quand il parlait de déclaration universelle? Il avait tellement souhaité que ce mot figurât dans le titre. Il le définit très bien dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il parle de la famille humaine. La famille humaine. Et là, il me semble qu'il y a un paradoxe. C'est que dans les dernières années, les 2 dernières décennies, avec le développement des nouvelles technologies, d'Internet, du satellite, mais aussi des low cost, où il est plus facile de voyager, de se déplacer, la planète s'est rétractée. Et on l'appelle aussi le village global. Et on a tous le sentiment de cette rétraction. Et nous avons le sentiment que nous vivons dans un village global. Et est-ce que pour autant nous avons plus le sentiment d'appartenir à une famille humaine? Je ne crois pas. Et c'est ça le paradoxe. C'est que la maison, le village s'est rétréci, mais le sentiment que dans ce village, nous ne formons qu'une famille, du simple fait que nous sommes des êtres humains, ce sentiment ne s'est pas imposé, il est au contraire contesté, il est au contraire menacé. Et je pense que c'est à nous tous de défendre aujourd'hui cette conception universelle des droits fondamentaux. Et c'est une invitation, ce prix René Cassin est pour moi une invitation à le faire. Alors on pourrait se contenter de dire qu'il n'y a pas de débat, parce qu'après tout, cette déclaration a été adoptée par une très large majorité des nations en 1948. Oui, mais 1948, c'était un autre siècle. Et puis, à l'époque, il y avait une quarantaine de pays. Il y en a près de 200 aujourd'hui. Le monde était différent. Et qu'est-ce qu'on lui veut, qu'est-ce qu'on lui reproche à cette universalité? Qui sont ceux qui la menacent? Ben, ce sont tous ceux qui disent que, au fond, oui, c'est vrai, les hommes se ressemblent peut-être, mais au fond, les différences culturelles sont telles que nous n'avons pas nécessairement en commun la même aspiration aux mêmes droits. Quelle forme ça prend? Par exemple, l'Organisation de l'État islamique a adopté une charte islamique des droits de l'homme. Ils vous disent, on n'est pas contre les droits de l'homme, du tout. D'ailleurs, on a adopté les nôtres. Ce n'est pas les mêmes, en particulier pour les femmes. Là, l'universalité recule. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a quelques décennies, un chef de gouvernement asiatique, je crois que c'était en Malaisie, a inventé le concept de valeur asiatique. Leur chose était de dire, chez nous, en Asie, où les droits de l'homme, c'est très bien, mais chez nous, l'homme asiatique, il est moins intéressé aux droits civils et politiques, à la démocratie. Non, ce n'est pas
Ce n'est pas des valeurs asiatiques. Ce qui est important, c'est le droit de commercer, et puis les droits communautaires, patriarcaux, le respect de l'autorité. Bon, bref, tout ce sur quoi beaucoup de régimes là-bas sont assis et fonctionnent. Donc évidemment, la Déclaration universelle des droits de l'homme, basée sur l'idée qu'il y a des individus qui ont des droits, et notamment le droit de dire leurs mots sur les affaires publiques, ne fait pas l'affaire de tout le monde. Donc eux aussi, aujourd'hui, contestent à voix haute l'universalité des droits de l'homme. Mais je dois dire qu'on n'a pas fait le tour des adversaires. On en a déjà un grand paquet de pays qui sont contre, si on met bout à bout ceux que je viens de citer, dans un univers où c'est un homme, un pays, une voix. Ça fait beaucoup. Mais quant aux États-Unis, par exemple, au nom de la défense d'un droit légitime, le droit à la sécurité, on décide la création de Guantanamo, c'est-à-dire de suspendre les droits fondamentaux sur lesquels on avait construit notre langage, notre morale, nos valeurs, notre engagement pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale. On dit non, oui, les droits de l'homme c'est bien, mais sauf à Guantanamo, sauf pour cela. L'universalité est tout autant menacée, et on ne dira jamais assez le mal que ce moment a fait à l'universalité des droits de l'homme. Ça nous complique les choses aux Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, quand on essaye de rappeler tel ou tel pays à ses obligations, on a tout fait de nous dire « oui, mais attendez, vous les Occidentaux, là, quand ça vous arrange, vous les mettez entre parenthèses. » Parce que qu'est-ce que c'est que Guantanamo, si ce n'est une parenthèse, que d'ailleurs on ne ferme pas, parce qu'une parenthèse, en général, ça s'ouvre et ça se ferme, et je ne l'ai pas vu refermer. Donc, Guantanamo, c'est les droits de l'homme en suspendus, caducs, comme dirait l'autre. Cela fait beaucoup de mal à l'universalité. Et il faut répondre. Et il faut trouver des réponses. Et les réponses que moi je voulais partager avec vous sont celles, je ne les ai pas trouvées dans un livre de droit, dans un manuel de droit des relations internationales, je ne les ai pas trouvées dans un manuel de philosophie, je ne suis pas philosophe, ni dans aucune morale, car je crois que si on oppose une morale à une autre morale, on ne s'entend pas. Je les ai puisées dans ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai ressenti lorsque, ambassadeur en charge des droits de l'homme, mais même avant, puisque ça a commencé au Cambodge, quand j'avais 23 ans, que j'étais dans les camps de réfugiés du Cambodge, les réalités que j'ai vues. Et je partirais d'un souvenir très précis qui explique le titre de mon livre. Quand je repense à toutes les victimes que j'ai vues, il y en a qui sont la victime d'un crime particulièrement odieux qui figure dans toutes les boîtes à outils de tous les dictateurs dans le monde. Vous savez, les dictateurs ont leurs propres instruments, leur propre grammaire, la grammaire mondiale de l'oppression. Ça s'appelle les disparitions forcées. Qu'est-ce que c'est une disparition forcée? On prend un opposant et on le fait disparaître. On ne laisse pas son corps, pas de traces, rien. Bien sûr, dans l'immense majorité des cas, les disparitions forcées se traduisent par des tortures, souvent, et la mort.
Mais on n'a pas de preuves. Et pourquoi c'est un crime plus odieux encore que les autres? Parce que sans preuve, sans fait, sans savoir, sans corps, sans rien, la famille ne peut pas faire son deuil. La veuve ne peut pas demander une pension. Il ne pouvait même pas porter plainte. Ah, votre mari a disparu, madame, mais peut-être qu'il est parti pour une plus jeune, disait-on au commissariat. On n'ose pas, dans les dîners de famille, pour ce qui reste de la famille, évoquer le nom du disparu, parce que ce serait faire revenir un fantôme. Ça rend fou. Ça empêche toute résilience, toute réparation, tout travail de deuil. Sur le plan psychologique, et ça isole sur le plan social. Ça condamne à la pauvreté les familles, en particulier les femmes. Et ça rend fou. Et d'ailleurs, les mères des garçons enlevés en Argentine, des garçons et des filles d'ailleurs, enlevés en Argentine et qui protestaient régulièrement sur la place de Mai, se sont appelées elles-mêmes les folles de la place de Mai, parce que ça rend fou, au sens propre. Eh bien, quand je repense à toutes ces femmes que j'ai rencontrées, dont un enfant a disparu, un mari, un père, a disparu dans ces circonstances, que je revois cette maman algérienne qui me racontait ça dans le jardin de la résidence de l'ambassade à Alger. Un moment inoubliable, avec la baie d'Alger dans le fond, et elle me racontait cela, et elle me disait, j'aimerais tellement pouvoir serrer ses os, ses ossements, savoir où ils sont. Je repense à cette femme en Bosnie, dont le fils avait été pareil, enlevé, et dont on dit que le corps a été laissé dans une forêt. Oui, mais comme la forêt a été minée, personne ne peut y accéder. Et qui me dit cette phrase que je n'ai pas oubliée, avec un ton qui ne cadre pas du tout avec le contenu de ses propos. Elle me disait « Ah, j'aimerais tellement que mon fils soit dans un charnier. » Il faut entendre ces phrases-là. Mais il n'est pas dans un charnier, il est laissé aux animaux sauvages et à la forêt. Une maman tchétchène dont le fils venait juste d'être enlevé 15 jours avant ma visite. Une fille et une femme libanaise rencontrées à Beyrouth. La fille me disant « Cela fait 25 ans que je n'ai pas dit « papa », que je n'ai pas prononcé ces mots-là. Ces visages rencontrés aussi au Congo, en Birmanie, bref, en Tchétchénie, j'en ai parlé, partout dans le monde. Quand je repense à tous ces visages, ce sont les mêmes mots, ce sont la même expression. C'est comme si j'avais vu partout le même visage, c'est le titre de mon livre. J'ai vu partout le même visage. Et je pense en particulier à une attitude qu'ils ont tous. Et vous verrez que ça nous rapproche de ce que je disais en introduction et d'Israël. Plusieurs d'entre elles m'ont sorti la photo du disparu. Certaines, c'était le cas notamment en Colombie et en Tchétchénie et au Liban, portaient la photo avec une ficelle. Et en même temps qu'elles me montraient la photo de leur fils, elles ne pouvaient pas s'empêcher de le caresser du bout des doigts.
Ce geste-là m'a rappelé un autre geste que j'avais vu dans une autre vie, il y a 15 ans, quand j'étais au Parlement européen, et quand nous avions invité à une commission du Parlement, justement pour montrer les réalités de ce que vivait Israël, des victimes du terrorisme israélienne. Et il y avait des victimes, il y avait le papa d'une fille disparue dans l'attentat de la pizzeria Sbarro, je m'en souviens très bien, qui en parlait comme si elle était là, il la faisait... Et puis il la faisait revivre par ses mots, là, dans la pièce. Et puis il y avait un père qui était là. C'était même assez cruel de l'avoir, je trouve, de lui avoir imposé ce voyage 3 semaines peut-être après l'horrible attentat dans lequel ses 2 petits-enfants et sa femme ont été tués dans un kibbutz progressiste. Vous vous souvenez certainement, je me souviens du nom de ce monsieur aussi. Et les enfants, la mère a été abattue, ou les enfants ont été abattus à travers la mère, qui essayait de les protéger. Eh bien, lui aussi, ce jour-là, inoubliable pour moi, il caressait, pendant que nous parlions, il caressait les visages avec le bout de son doigt. C'était le même geste que j'ai vu en Algérie, au Liban et ailleurs, et au Congo. Bref, les droits de l'homme universels, ce n'est pas un concept de juriste, ce n'est pas une invention de philosophe, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est une réalité qu'il faut défendre, parce que si les droits de l'homme sont universels, c'est tout simplement parce que l'être humain est universel dans ses souffrances et dans son aspiration à la dignité, et que partout, il a droit au respect de ses droits fondamentaux. Et c'est ça le message de René Cassin. Et c'est pourquoi il faut se battre aujourd'hui pour défendre bec et ongle cette notion d'universalité des droits de l'homme. Partout où elle est menacée, et y compris dans nos propres sociétés. Parce que je disais, la ligne de front de ce combat, c'est les Nations Unies, ça peut être l'UNESCO, ça peut être Genève, New York, etc. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a aussi d'autres lignes de front dans nos propres sociétés. Et ça, ce n'est pas tel ou tel groupe, telle ou telle religion qui est en cause. Il y a une grande partie du monde, et y compris chez nos amis et alliés, qui acceptent parfaitement l'idée qu'une société doit être composée de communautés vivant en parallèle, juxtaposées, sans se fondre, et si possible pacifiquement, je dis bien si possible, que c'est une société idéale. Quand j'étais jeune, d'ailleurs, on m'apprenait au lycée que les États-Unis étaient un melting pot. Et je réalise chaque jour à quel point cette expression est fausse. C'est un pot, oui, il y a effectivement, c'est un chaudron dans lequel c'est une grande marmite dans laquelle il y a beaucoup de communautés. Mais melting, est-ce qu'il se mélange vraiment? Et le monde aujourd'hui, et il vous appartient, ce n'est pas moi qui vais vous dire ce qui se passe en Israël, de savoir si vous vous reconnaissez ou pas dans cette tendance, et s'il faut l'approfondir, l'aggraver, je dirais, ou pas. C'est votre choix démocratique. Mais moi, je dis, attention, dans des sociétés où on est tenté de voir la citoyenneté à travers le filtre, à travers le spectre
des communautés, il y a une chose qui disparaît, une invention qui disparaît, j'ai presque envie de dire une espèce menacée. Ce n'est pas la girafe ou l'éléphant. J'ai vu qu'on avait abattu un tigre échappé dans les rues de Paris hier. Non, ce n'est pas de ces espèces-là que je fais allusion. Une espèce menacée, c'est l'individu, la personne. Une société faite d'individus, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, ou une société structurée par des communautés. En tout cas, pour ce qui concerne l'Europe, je me battrai bec et ongle pour faire prévaloir une conception française qui place l'individu au cœur du contrat social. Et je me souviens d'ailleurs de ce qu'avait dit au moment de l'émancipation des Juifs, après la Révolution, je crois que c'était, je peux me tromper, Clermont-Tonnerre, qui avait dit des Juifs, il faut tout leur refuser comme nation, alors aujourd'hui on dirait comme communauté, et tout leur accorder comme individu. Et c'est comme ça que les Juifs français se sont intégrés et sont devenus totalement français. Mais je pense que cette vision communautariste est quelque chose qui circule partout dans le monde et qui menace la conception exigeante que nous pouvons avoir de ce qu'est un individu, qui est le fruit de siècles de batailles pour les droits fondamentaux, et le fruit de la civilisation occidentale aussi, dans lesquelles les Juifs ont apporté énormément, si je devais le résumer à très grands traits, je dirais que les Hébreux y ont apporté la passion de la liberté, les Grecs celle de l'égalité, et les chrétiens celle de la fraternité. Et notre société est le fruit de ces différentes influences-là. Et elle place aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais combien ont dû mourir sur le bûcher? Combien d'excommuniés, combien d'hérétiques, combien d'intellectuels isolés, combien d'expulsés, combien de torturés, pour qu'aujourd'hui, les gens soient vus comme des individus et pas qu'on ne vous demande pas, dans notre pays, la couleur de la peau, la religion, et encore une fois, dans ce combat, nous sommes assez incompris, assez isolés. Alors, on a souvent, dans nos discussions précédentes, parlé d'Israël incompris dans le monde. Mais là, c'est la France qui est souvent incomprise. Et moi, j'avais été très frappé lorsque je m'occupais des droits de l'homme. Donc, bon, vous l'avez compris, une partie de mon travail était sur le terrain, mais de temps en temps, je devais aller à Genève, à New York, pour, dans des enceintes plus larges, défendre les positions de la France. Et notamment, un épisode que vous avez peut-être suivi, qui s'appelait Durban 2, où je me suis levé quand Ahmadinejad a commencé avec l'ambassadeur Matei. Nous sommes levés, nous sommes partis, et nous avons entraîné derrière nous, d'ailleurs, une grande partie des délégations dans une protestation très, très, très visible. Moi, j'étais très frappé que sur ces questions de communautarisme, eh bien, nous avions contre nous des démocraties comme le Soudan, l'Iran, le Pakistan, mais aussi parfois le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni. En tout cas, le Canada et les États-Unis.
qui nous disaient, mais attention, la France, vous ne respectez pas les conventions sur les communautés, vous violez les droits des communautés. Ben, oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Non, dans notre Constitution, nous ne reconnaissons pas le concept de communauté. Nous sommes le vrai melting pot. Nous reconnaissons les individus et nous accordons tout à chacun comme individu. Et la difficulté que nous traversons aujourd'hui, c'est la tentation du repli, de la rétraction communautaire. C'est vrai en France. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je devance des questions pour tout à l'heure. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Cela arrive en France. Et on voit bien les problèmes que cela cause. Mais ce n'est pas encouragé par nos institutions. Ça affecte notre pays. C'est presque une maladie que nous avons contractée, cela. Mais ce n'est pas quelque chose que nous encourageons, c'est quelque chose que nous combattons. Alors que d'autres pays l'accueillent bien volontiers et considèrent que c'est l'idéal d'une société moderne ou postmoderne, c'est une société faite de 1000 communautés où finalement... Et donc, là, l'universalité des droits de l'homme peut reculer. Pourquoi ? Quand on voit certains tribunaux, je lisais ça récemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais que dans certains cas, au Royaume-Uni par exemple, les tribunaux locaux peuvent appliquer la charia. Mais ce n'est pas qu'au Royaume-Uni, ça arrive dans d'autres pays. Ben là, je pense que c'est un problème d'universalité des droits fondamentaux. Donc, je pense que l'universel, c'est vraiment le combat qu'il faut mener et qu'il faut mener ensemble. Le hasard de la vie, je le disais, a voulu que ce qui n'est pas arrivé, qui aurait pu arriver en Irak, en Libye ou en Colombie, dans des pays où je suis allé, ne s'est pas produit là-bas, mais ça s'est produit dans le paisible Danemark. Et ça a été pour moi, évidemment, un choc, mais aussi un rappel, une injonction, celui que, au fond, il était vain de pouvoir espérer, ne serait-ce que le temps d'un répit, tourner le dos, poser mon sac, tourner le dos à la bataille pour les droits fondamentaux. Il fallait la livrer, et il fallait la livrer, y compris sur des terrains auxquels on n'était pas habitué. Ce pays, d'ailleurs, a beaucoup à nous apprendre. Je suis très heureux de servir dans ce pays. Je ne voudrais pas achever mon propos sans dire un mot quand même de ce que j'ai appris là, parce que je pense que je n'ai pas d'autre désir que de le partager plus largement. D'ailleurs, on n'a pas le droit de servir dans le pays qui est le plus heureux au monde, parce que le Danemark apparaît toujours dans les classements comme la nation la plus heureuse, sans s'interroger chaque matin sur pourquoi et comment. Et voir comment on pourrait partager ça avec son propre pays. Qu'est-ce qui fait que dans ce pays, on est plus heureux que les autres? Mais je crois qu'il y a deux mots-clés, la confiance et l'équilibre. Nous vivons dans un monde de défiance, dans un monde de méfiance, dans un monde de contrôle et dans un monde qui glorifie les excès, qui valorise les superlatifs. Ouvrez la télévision, mettez CNN, je vous fais un pari. Quel que soit l'orateur, qu'il vous parle de sport, de culture, culture c'est assez rare, de culture, de sport, de politique, vous entendrez dans les 2 premières minutes un de ces mots. Amazing, fantastic, great, incredible, outstanding, awesome. Bref, on est dans un monde qui valorise les excès.
le plus haut, le plus grand, le plus vite, le plus riche, le plus ceci, le plus cela. Est-ce que ça nous rend plus heureux? Ça détruit la planète, ce culte de la performance. Au Danemark, on est 30% plus riche que la France, mais les gens quittent le bureau à 4 heures, parce que ce qui est important, c'est d'aller chercher les enfants à l'école, de voir ses amis, de marcher, d'être proche de la nature. On équilibre donc entre le temps personnel et le temps professionnel, équilibre entre l'industrie, pays très industriel, et en même temps, vous pouvez respirer un air pur, parce que l'essentiel de l'électricité est produite par les... non pas les ventilateurs, mais les éoliennes. Vous pouvez vous baigner au cœur de la capitale dans des eaux pures et transparentes. Vous écoutez le silence parce que 70% des déplacements en ville sont sans voiture, 50% sont en vélo, y compris l'hiver. Les garçons vont au lycée sous la neige. Et puis les gens sont moins matérialistes. Pour eux, ce qui est important, ce sont surtout ces moments proches de la nature. Ça c'est essentiel. Une approche de l'éducation aussi, qui est tournée vers l'épanouissement de l'enfant, et pas vers une sélection par l'échec. Le sujet, c'est pas de savoir dans quoi l'enfant a échoué, c'est de savoir dans quoi il est bon et qu'est-ce qu'il aime, et lui laisser le temps de le savoir. Donc au final, ça fait des gens plus sereins, plus heureux, et une éducation aussi qui apprend les valeurs, pas simplement des connaissances, mais aussi le courage, ça prend l'école, l'empathie, ça prend l'école. Et je pense que c'est très enraciné dans leur mentalité. Ce n'est pas pour rien que c'est un peuple qui a organisé le sauvetage des Juifs. C'est d'ailleurs l'un des seuls peuples qui a reçu le prix, pas le prix, le titre de juste parmi les nations, en tant que peuple. Et le roi Christian X avait menacé de porter l'étoile jaune. Et la quasi-totalité des Juifs danois ont été ainsi sauvés durant la Shoah. C'est suffisamment rare pour être souligné. Le respect, les équilibres, le courage, la confiance. La confiance, c'est quelque chose dans lequel on n'est pas habitué. L'autre jour, je voyais un Français de Copenhague qui était allé chercher un document à la mairie, un document d'état civil ou d'urbanisme, comme ça peut toujours nous arriver. Et puis il demande le document en français. L'agent lui dit, l'agent municipal, je suis désolé, moi je sais le faire en danois ou en anglais. Ah, mince alors. Bon, je vois que ça vous embête, on va faire autrement, je vous fais confiance, je ne connais pas le français, vous l'écrivez, je mets le coup de tampon. Mais ils ne sont pas naïfs. S'ils font confiance, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent faire confiance. Et ça, c'est intéressant. Pareil, vous trouverez en dehors des cafés, des restaurants, des magasins, des poussettes avec des bébés sur les trottoirs. Et les parents sont à l'intérieur, les bébés sont dehors. Et vous n'avez pas peur de laisser le bébé dehors? Il y a quand même des gens qui passent dans la rue. Mais justement, il y a des gens qui passent, donc j'ai pas peur. S'il y avait quoi que ce soit, les gens s'en occuperaient, ils me préviendraient, ils remettraient la couette, enfin, ils feraient quelque chose. C'est de confiance. Je ne dis pas qu'on peut tous devenir comme ça du jour au lendemain, en Israël ou en France, mais en tout cas, ça existe. Et ça existe, et je vous assure qu'être exposé à ça, ça vous donne envie d'en parler, de le raconter, parce que c'est tout simplement une façon d'espérer aussi et de dire aux jeunes, tout ce qu'on sait, et je me tourne vers les plus jeunes, tout ce qu'on sait, c'est que le monde tel qu'il va,
c'est-à-dire structuré vers une société de la performance, basée sur la consommation, ce monde nous conduit à une impasse. Et on l'a suffisamment dit au moment de la COP 21, il ne faut pas lâcher la pression. Car après tout, le judaïsme et les valeurs propres au judaïsme, c'est aussi la vie. Et la vie, et toute cette histoire commence aussi avec l'arche de Noé. Et nous assistons tous les jours à la disparition des espèces, à la destruction de la vie sur Terre. Quelle est notre réponse? Et quelle sera votre réponse à vous, les plus jeunes de cette université du campus de Netanya, dans le futur? Mais c'est vers vous que je me tourne, parce que c'est vous qui aurez à relever ce défi-là. Sachez que d'autres sociétés arrivent, plus ou moins, à s'efforcent de conjuguer environnement et industrie, faire de la croissance verte, non pas un slogan, mais une réalité, arrivent à être des sociétés développées, mais à conserver une qualité de relation humaine qui évoque les villages d'antan. Eh bien, je crois que ce sont tous ces petits équilibres si fragiles dans la globalisation qu'il faut savoir préserver quand on les a ou reconquérir quand on ne les a pas. Mais pour les conquérir, il faut encore savoir qu'ils existent et que c'est possible. Notre rôle, c'est quand même de vous dire que même si le monde peut être à bien des égards assez désespérant, un autre monde est possible. Et là, encore une fois, c'est pour moi pas un trait de naïveté, mais un devoir moral que de vous stimuler, de vous dire inventez donc, et je sais qu'on est ici dans une terre d'invention, de fertilité et d'universel, inventez donc des solutions pour l'humanité qui en a extrêmement besoin. Je crois que la caractéristique du temps présent, c'est l'imprévisibilité de notre monde. Jamais, peu auraient pu prévoir ou avaient prévu les crises ou les événements qui ont affecté la marche du monde dans les dernières années. Jamais le monde n'a été aussi peu prévisible. Lorsque je suis venu ici la première fois au début, tu le rappelais, cher Claude, il y a 15 ans, eh bien, je n'imaginais pas le Brexit. Nous travaillions à ce moment-là sur la Constitution européenne et je n'imaginais pas qu'un pays européen et lequel en sortirait. Nous n'imaginions pas Trump, nous ne pouvions imaginer les printemps arabes et toutes leurs conséquences. Nous vivons dans un monde extrêmement imprévisible, malgré tous les moyens de communication et les moyens technologiques que nous avons. La technologie est utile, mais la technologie ne nous sauvera pas. Ce qui nous sauvera, ce sont les valeurs, ce sont ces principes fondamentaux que René Cassin incarnait si bien et que vous portez magnifiquement ici à Netanya. Je vous remercie.